Salut, bonsoir à toutes et tous, salut Nico, salut Julo, salut Stéphane, salut salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, salut le particulier, salut Billy qui vient d'arriver, salut Billy, bienvenue. On est ensemble pour 2 heures, donc jusqu'à 20 heures. Au programme de ces 2 heures, nous partons d'abord dans le monde très peu merveilleux des PFAS, des perfluorés, des polluants éternels qui agitent l'actualité parce qu'on les retrouve partout, dans nos bouteilles d'eau, nos produits de consommation, la poussière, des trucs qui ne font pas vraiment du bien puisqu'ils provoquent des problèmes de santé, comme des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l'obésité, des problèmes de fertilité, des cancers. Joyeux programme, on ira prendre notre microscope pour certainement conclure que la réalité est peut-être encore bien pire. Ce sera de 18h à 18h30, heure à laquelle nous irons faire un tour tranquille et prudent au pays du gruyère, de la banque, de Roger Federer et des coucous. Nous irons en Suisse, la Suisse condamnée cette semaine par la Cour européenne des droits de l'homme pour inaction climatique. C'est une première et ça pourrait ne pas être une dernière. Ce sera jusqu'à 19h et à cette heure arrêtée sur nos helvètes toquantes, nous jetterons un double pont dans le temps et l'espace pour relier le passé et le présent du Rwanda et de la France, 30 ans après le génocide des Tutsis par les Hutus, et alors qu'une certaine confusion a saisi de ses bras embarrassants Emmanuel Macron, président de la République, qui a d'abord dit il y a quelques jours que la France aurait pu arrêter le génocide au Rwanda sans avoir eu la volonté de le faire, pour ensuite faire marche arrière et défendre la thèse du quiproquo. Ce sera jusque 20h. Pour l'heure et pour l'instant, chers amis, il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain à Sydney et Tokyo, il est 16h en temps universel, il est exactement 18h04, passé de 58 secondes à Paris, il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, salut Science à la carte notamment. C'est l'histoire de toutes petites choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui provoquent des cancers, des problèmes de fertilité et des tas de choses pas chouettes. On les trouve un peu partout, et notamment on va le voir dans les bouteilles d'eau, dans les poêles de nos cuisines, et on ne sait pas toujours quand ils sont là. Ce sont les PFAS, les polluants éternels. La semaine dernière, les députés ont adopté une proposition de loi pour réduire l'exposition aux polluants éternels sans interdire les ustensiles de cuisine qui en contiennent, avec des voix pour s'en satisfaire, des voix pour dire que ça ne va pas assez loin, et puis d'autres voix pour dire que la majorité a cédé devant le lobby des fabricants d'ustensiles de cuisine. Bonsoir Gaël Fortin. Bonsoir. Salut Gaël, t'es docteur en cancérologie, t'es par ailleurs vulgarisateur scientifique. Exactement, c'est ça. Salut et bienvenue, à tes côtés Sophie Campion. Salut Sophie. Salut. Toi aussi, tu es vulgarisatrice scientifique, mais toi tu es docteur en pharmacie. Tout à fait. Ce qui va nous faire Sans faute. Ce qui va nous faire un excellent binôme pour le programme qui nous attend. Gaël, tu as signé une tribune dans Le Monde, c'était le 3 avril, une tribune dans laquelle un collectif de scientifiques et de vulgarisateurs attire l'attention sur la mise en doute de la toxicité des PFAS par les industriels. Une tribune qui appelle les responsables politiques à les interdire. Peut-être qu'on va commencer par un peu de lexique pour ceux qui n'y connaissent rien. Désolé, donc ça va t'incomber, mais Sophie, tu peux aussi en prendre ta part. C'est quoi les PFAS ? C'est une grande famille, je crois. C'est plein de choses. Ouais, c'est beaucoup de composés différents qu'on retrouve partout. On aura l'occasion d'en reparler. Tous ces composés-là, ils sont utilisés de plein de façons différentes. Alors, les PFAS, ça veut dire substance perfluoroalkylée. En fait, c'est toute une famille de composés qui ont une propriété particulière. C'est que dedans, on retrouve une liaison chimique précise qui inclut le fluor, d'où le nom de perfluoroalkylé. Et cette liaison-là fait que ces composés sont hyper stables dans le temps. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle les polluants éternels. Parce qu'une fois qu'ils sont émis quelque part, une fois qu'ils sont fabriqués, ils ne vont pas disparaître pendant des années. Alors, tu es docteur en cancérologie. Qu'est-ce que la cancérologie vient fourrer son nez là-dedans ? Alors, malheureusement, les PFAS, ils sont cancérogènes. Donc, il y a 2 PFAS vraiment qui ont été interdits depuis 2009, donc pour le PFOA, et 2020 pour le PFOS. Il y a beaucoup d'acronymes. Et en tout cas, pour le PFOA, il a été classé comme cancérogène. Donc, c'est une substance qui, lorsque on l'ingère, elle va, sur le long terme, augmenter fortement le risque de développer des cancers. Sophie, alors Sophie ou Gaël, pour vous distribuer la parole, on les trouve où ces PFAS ? C'est un peu pour introduire, peut-être pour ceux qui n'y connaissent absolument rien, qui n'ont jamais entendu parler des PFAS. Et ben en fait, on les trouve un petit peu partout. C'est utilisé dans beaucoup d'industries, donc l'industrie du textile, comme on l'a vu aussi, les ustensiles de cuisine, dans les mousses anti-incendie, dans plein d'objets du quotidien. Et en fait, le problème, c'est qu'au niveau de la fabrication, quand on fabrique des objets avec ces composés, c'est relargué un petit peu partout, donc dans les sols, dans l'air, dans l'eau. Et donc, en fait, notre contamination, elle vient surtout de ce qu'on ingère. Donc, au niveau de la nourriture, que ce soit dans la viande, les œufs, les fruits de mer, mais aussi l'eau potable qui est contaminée. Cette loi, on en pense quoi ? Elle est
pas suffisante, la question piège. Mais elle est forcément pas suffisante parce qu'il y a trop d'exclusions. Donc il y a tous les ustensiles Désolé, je de me déshabille, il cuisine. fait vraiment trop chaud dans ce studio, c'est épouvantable. Pardon, voilà, Ludo avec son t-shirt rose. Pardon. Donc les ustensiles de cuisine ont été exclus parce que, alors il faut faire la distinction dans cette grande famille d'épiphas. Donc il y a les polymères et les non-polymères, et il y a justement eu tout un débat autour de ces, on va dire, de ces deux sous-familles. Et les polymères sont censés être, ne pas rentrer dans l'organisme et du coup ne pas être toxiques pour l'organisme. Donc il a été décidé d'exclure cela, et surtout sous l'action des lobbies. Ces lobbies, c'est qui donc? Il faut expliquer un peu qui a intérêt à ne pas faire interdire les PFAS. Les industriels qui utilisent justement ces PFAS et qui n'ont peut-être pas encore de solution pour utiliser d'autres composés, en tout cas qui ne veulent aussi pas. Mais ça, c'est pas notre boulot, en tout cas pour cet aspect-là. Mais en gros, il faut trouver justement des substitutions pour utiliser d'autres composés. Et donc les lobbies ont poussé pour que justement ces polymères... Dans le chat, nos spectateurs, notre communauté a déjà balancé plein de noms. Alors, on est sur le service public, on va donc pas les lire, mais oui, donc c'est à peu près ceux-là, effectivement. Oui, vous les connaissez, je pense que vous avez suivi l'actualité. Mais donc en gros, les polymères ont été exclus, alors qu'en fait, justement, l'autorité européenne de la sécurité des aliments a très bien pointé que lors de la fabrication de produits avec ces polymères, il y a aussi tous les composés qui ont été identifiés comme cancérogènes, comme le disait Gaël, donc surtout PFOS et PFOA. Gaël ? Pour compléter, il y a effectivement pendant la fabrication, et il y a des études qui ont montré que quand on utilise des poêles qui contiennent ces molécules-là, celles qui sont censées être saines, on va dire, en tout cas ne pas poser de problème de toxicité, il y a aussi la production de ces PFAS qui ont été interdits et qui sont toxiques et pour lesquels il y a une certitude, il y a un consensus scientifique sur le fait qu'ils sont toxiques et dangereux pour la santé. Dans le chat, il y a... Pardon, j'arrive pas à lire ton pseudo. Il est compliqué ton pseudo. Chris 5 Pise, je le prononce probablement pas bien, qui nous dit je comprends vraiment pas pour les ustensiles de cuisine, puisque j'utilise moi-même des poêles en fer, en fonte, en inox, et sans jamais de revêtement. C'est le revêtement qui pose problème, c'est ça ? Exactement. Oh, vas-y. Donc en fait, sur les PFAS sont utilisés dans le cadre du revêtement des poêles. Donc c'est tout ce qui est poêles anti-adhésives qui contiennent ces PFAS-là parce que les PFAS ont des propriétés anti-adhésives. C'est pour ça, hein, donc quand on est sur des poêles en inox ou des poêles en fer, par exemple chez moi j'ai des poêles en fer, il n'y a pas de PFAS qui sont utilisés pour faire de revêtement anti-adhésif parce qu'il n'y a pas de revêtement anti-adhésif. Et effectivement, ça ne pose pas de problème pour beaucoup de gens qui l'utilisent. Et avant qu'il y ait ces composés qui soient développés dans les années 50 et 60, il me semble, on avait des poêles qui n'avaient pas de revêtement anti-adhésif et ça marchait très bien. On voit déjà les effets sur la santé. Il y a des études qui ont été faites. Vas-y, je t'en prie. Non, mais je veux pas être le non, mais allez-y. Hein. Mais coupez-vous la parole. Vas-y, Sophie. Si vous êtes vraiment inélégant entre vous, je vous le dirai. Vas-y, Sophie. Déjà, il y a des restrictions au niveau international qui ont été faites donc sur deux composés, le PFOS et le PFOA, qui ont été clairement identifiés comme cancérogènes pour le PFOA et peut-être cancérogènes pour le PFOS. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces restrictions en 2009 et 2020 pour être retirés de la distribution. Cette loi, elle est insuffisante. Qu'est-ce qu'on aurait pu y ajouter ? Alors, on dit, c'est peut-être, certains disent, c'est la victoire du lobby, donc des fabricants d'ustensiles de cuisine. Bon, il faut considérer aussi le fait que du jour au lendemain, on ne peut pas virer peut-être des milliers de personnes. C'est, j'imagine, ce qui a été dit à l'Assemblée nationale. Ouais. Et il faut le considérer. Après, dans notre Constitution, on a aussi le principe de précaution, peut-être. À court terme, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait un consensus acceptable, puisque vous avez l'air de dire qu'actuellement, on est quand même très en deçà de ce qu'on aurait pu attendre de la loi. En fait, le problème avec les PFAS, c'est que ça se dégrade très lentement. Ça reste des années et des années dans le corps et dans les sols. Donc là, on peut, entre guillemets, rien faire avec les PFAS qui ont déjà été produits. Le but, c'est de limiter au maximum la nouvelle production de ces composés.
Vu que ça s'accumule dans le corps, il y a aussi cette notion de seuil de toxicité. Et là, on n'est pas encore totalement sûr de la dose qui potentiellement peut engendrer un risque sur la santé. Et ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs milliers de PFAS qui existent. Donc, il y a un peu l'effet aussi cocktail. On est en permanence exposé à ces PFAS. Et donc, ce qu'il aurait été intéressant de faire, c'est de considérer les PFAS comme une grande famille, une grande classe chimique, et du coup, de ne pas être en gros, faire des études PFAS par PFAS, molécule par molécule, mais avoir une restriction universelle pour toute cette classe des PFAS. Il y a une question dans le chat de Volca. Pardon, Volca, j'ai perdu ta question. Ta question a disparu. Mais je m'en rappelle. Je m'en souviens. Pardon, désolé. Volca, salut Volca. Quand je fais saisir mon steak dans ma poêle anti-adhésive, est-ce que je mange des PFAS ? Oui. Réponse oui. Oui. La réponse est oui, c'est une des façons par lesquelles on est contaminé au PFAS, c'est parce qu'on ingère directement avec tous les produits qui sont notamment avec les cuits dans les poêles anti-adhésives. Ouais. Il y a une autre question de Zark5, j'imagine, ou Zarch5, je ne sais pas, qui dit, pour faire l'avocat du diable, il y avait beaucoup moins de lave-vaisselle dans les foyers quand les ustensiles à revêtement ont explosé. C'est vrai. Est-ce qu'on peut se passer derrière cette question, en fait, est-ce qu'on peut se passer en fait de tous ces ustensiles ? La réponse est certainement oui, mais oui. Alors, elle les remplace par quoi ? Pour tout ce qui est, par exemple, poêle anti-adhésive, il y a des poêles en inox, en fer qui marchent très bien, pour lesquels il n'y a pas de revêtement anti-adhésif. Après, les questions se posent pour tout ce qui est textile, par exemple, parce que donc, les PFAS, il y en a dans l'alimentation, mais il y en a aussi dans les textiles, dans les bâtiments, il y en a partout. On pense moins au textile. Ouais, parce que souvent, en fait, on a cette idée de se dire, en fait, c'est je sais pas, un t-shirt 100% coton, ou c'est un truc qui est en polyuréthane, etc. Mais derrière, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, comme on disait avec Sophie, c'est en fait plein de molécules, de composés qui sont produits pendant la fabrication, et tu sais, pendant la fabrication. Donc ce sera jamais écrit sur ton t-shirt rose 90% coton, 10% PFAS. J'espère pour toi qu'il n'y a pas 10% de PFAS dans ton t-shirt rose. Mais... Ou alors, et si on fait l'inventaire dans la maison, on en a où ? Qu'est-ce qu'il faut enlever de sa maison ? En fait, les PFAS ont des propriétés anti-adhésives, aussi imperméables, et résistent extrêmement bien à la chaleur. Donc, il y en a effectivement dans nos vêtements, surtout ceux qui sont imperméables. Donc, l'anorak, potentiellement, il y en a. Potentiellement aussi sur les fers à repasser, les poêles, et puis plein de produits d'entretien, anti-taches, etc. Mais donc, il faut voir aussi et justement faciliter la substitution cas par cas, parce qu'il y a des utilisations qui sont diverses, mais il faut aussi favoriser ça pour enlever les PFAS au fur et à mesure ou de manière un peu plus efficace. Gaëlle, dans la tribune que tu as signée, tu l'as peut-être signée aussi, Sophie d'ailleurs, je ne sais pas. Non. Non, en tout cas, toi Gaëlle, tu l'as signée. J'ai signé la tribune. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette tribune ? Alors cette tribune, ce qu'on demande, c'est en fait surtout... Donc c'est une tribune qui est parue dans le Monde. C'est une tribune qui est parue dans le Monde, qui a été... Le 3 ou le 4 avril, je crois. Le 3 avril, la veille du passage du texte à l'Assemblée nationale. Ce qu'on explique dans cette tribune, c'est qu'il y a un consensus scientifique réel sur la toxicité des PFAS, et que ce consensus-là, il faut, en tout cas la tribune est adressée notamment aux députés, il faut absolument prendre en compte ce consensus-là, et qu'il y a eu une intense campagne de lobbying par donc, des fabricants qu'on ne citera pas, qui fabriquent notamment des ustensiles de cuisine en France, et il faut... Ce qu'on demandait, c'était de ne pas céder à ce chantage et à cette campagne de lobbying. Il y a eu toute une entreprise de doute qui a été mise en place avec du tri de certaines études qui étaient plus ou moins bien faites, avec vraiment cette ambition de la part de ces lobbies de casser le consensus scientifique qui existe réellement. Donc on disait, il y a un consensus scientifique, on explique le consensus scientifique qui est que les PFAS sont nocifs pour l'environnement et pour la santé humaine, et on demande aux députés d'agir en conséquence. Leur rôle, c'est de protéger les citoyens et les citoyennes. On sait que c'est dangereux, donc il faut interdire ces substances. Pourquoi on a attendu tout ce temps pour parler des PFAS ? On les connaît depuis quand, les PFAS ? On les connaît depuis les années 50-60, depuis leur développement, leur mise en place. Ça a été très... Alors
En fait, il y a eu une première vague qui date, il me semble, de la fin du XXe siècle en termes de prise en compte, quand il y a eu l'interdiction quand il y a eu les premiers scandales autour du téflon, qui était donc avec le PFOA dedans, et donc qui a finalement été interdit en 2009. Pourquoi tous les autres n'ont pas été traités plus tôt? Parce qu'on n'était pas forcément conscient de leur toxicité, parce qu'il y a toujours eu du lobbying pour éviter que ce genre de sujets deviennent des sujets d'actualité pour qu'il y ait des projets de loi. Et effectivement, en fait, depuis 2001, quand même, il y a eu des restrictions au niveau international. Donc, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait des restrictions donc, au niveau international, européen et aussi au niveau français. Et donc, il y a eu quand même plusieurs échéances qui ont essayé de diminuer la production des PFAS. Mais en fait, il y en a tellement. En fait, il faut des décennies pour pouvoir faire des études. Et puis, on manque de données encore, que ce soit sur la contamination des eaux, que ce soit sur la contamination et notre exposition. Et il commence à y avoir justement des études qui ont été faites, et notamment sur notre imprégnation au PFAS. Et il y a eu, par exemple, une évaluation en 2019, il me semble, l'étude Esteban, qui prouve que sur plus de 700 et plus de 200 enfants qui ont été testés, tous ont été contaminés au PFAS, en tout cas aux deux éléments qu'on connaît le plus, donc PFOA et PFOS. On l'aura bien répété, ces deux Comme ça, vous aurez tous compris dans le chat. Mais donc, on manque encore de données, donc c'est pour ça que les choses évoluent lentement, mais on commence à agréger des données, et on commence à agréger des données aussi entre pays, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Il y a Vilou qui nous dit, Stomédia comme France Info, de faire régulièrement des reportages sur les additifs cancérogènes, les polluants éternels pour faire changer en mieux les mentalités. Bon, j'aime bien quand ça nous flatte un peu. Et ne pas laisser tout ça passer sous le radar à cause des lobbies. Mais tout à fait, t'as raison. Merci Vilou, salut, bienvenue. Il y a W3 Spo qui dit gardez les PFAS dans les maisons, au moins ça ne sera pas brûlé n'importe comment et ça ne finira pas dans les sols. C'est peut-être un peu contestable. Il y a Sergio Canedo, salut Sergio, merci de nous rejoindre, qui demande est-ce que la science et l'industrie va pouvoir peut-être proposer d'autres molécules qui pourraient remplacer les PFAS? Les molécules, elles existent déjà en partie. Il y a déjà des situations dans lesquelles des substituts qui sont censés être moins toxiques ont déjà été développés. Donc en réalité, on n'est pas du tout dans un contexte de il y a les PFAS et en face, on n'a aucune alternative. C'est pas du tout vrai. On a des alternatives en termes d'usage, on a des alternatives en termes de... On parlait tout à l'heure des poêles, au lieu d'avoir des poêles avec des revêtements antiadhésifs, des poêles en inox. Et même en termes de composés, on a des alternatives aux PFAS qui existent déjà dans un certain nombre de secteurs. Après, il y a toujours aussi l'aspect de simplement, ça coûte plus cher de mettre en place de nouvelles procédures, de changer les façons dont les produits sont conçus, que de simplement continuer jusqu'à ce qu'il y ait une interdiction. Et là, c'est ce qui s'est passé dans le cas des lobbies pour les ustensiles de cuisine. L'objectif, c'est clairement de pouvoir continuer à fonctionner de la même façon que ce qui est fait actuellement, le plus longtemps possible. L'interdiction de ces produits-là dans les ustensiles de cuisine, elle va arriver. Elle va arriver, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans, elle arrivera. Et pendant ce temps-là, pour les fabricants de ces produits-là, c'est autant de temps de gagner où on n'a pas besoin de remettre en question la façon dont on produit ces ustensiles de cuisine, et donc on fait des économies. Sophie ? Le problème actuellement, c'est qu'il y a des produits qui sont mis sur le marché, et les études sur le risque sanitaire est fait a posteriori, une fois que c'est déjà sur le marché. En fait, il faudrait inverser les choses et avoir ces études en amont, avant qu'un produit soit mis en vente et utilisé par tout le monde. Il y a Insatisfait, salut Insatisfait, quel pseudo charmant. Bienvenue et bonsoir à toi qui dit je lave jamais ma casserole, comme me l'a appris El Pueblo. Est-ce que la crasse qui s'accumule me protège des PFAS? Alors là, je n'en ai aucune idée. On a le droit de ne pas savoir. Mais peut-être que ça stimule en tout cas les défenses immunitaires d'une certaine manière, je ne sais pas. Est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce que ça fait depuis combien de temps donc qu'on accumule toutes ces petites molécules qui nous font pas du bien? Enfin, est-ce qu'on va devoir finalement vivre avec d'une certaine manière, même si on arrêtait la production aujourd'hui? Vous comprenez le sens de ma question? Oui, carrément. Oui, parce que ça fait donc
pour répondre au premier bout de question, ça fait à peu près 60 ans au final qu'on est... En 60 ans, on en a produit beaucoup. Ouais, il y en a partout. Des poêles avec des anti-adhésifs dont on ne cite pas les noms, il y en a dans toutes les cuisines. Ouais. Elles se dégradent, enfin voilà, donc on en a mis partout des PFAS. Oui, dans l'environnement, il y en a quasiment partout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour nous ? On va rester positif. Non, en fait... c'est jamais trop tard parce que c'est ce que disait Sophie, comme c'est des substances qui s'accumulent, plus tôt on les arrête et plus tôt on va éviter d'avoir encore plus de PFAS à ingérer, encore plus de PFAS qui contaminent notre environnement et nos corps. Donc plus on intervient tôt, mieux c'est. C'est jamais trop tard, c'est juste que plus on attend et plus on augmente les risques de développer des cancers, plus on augmente les risques de problèmes de croissance, des problèmes aussi associés à tout ce qui est relatif au système immunitaire. Donc il est jamais trop tard pour agir, plus tôt on agit, mieux c'est. Et donc c'est une première victoire, cette loi. C'est juste que ça peut aller plus loin, beaucoup plus loin, mais c'est déjà une première victoire. Sophie ? Les effets négatifs sur la santé, ils sont vraiment... Enfin, ils apparaissent sur le long terme. Il n'y a pas d'études, c'est à l'échelle d'un individu, exemple, d'une génération, d'une demi-vie ? C'est plus sur l'échelle d'un individu. Effectivement, c'est plus l'exposition répétée et au long terme où on va pouvoir voir des effets négatifs arriver sur la santé. Donc, il n'est jamais trop tard pour agir dessus. Oui, on est beaucoup exposé à ces composés. On estime aussi qu'on sous-évalue notre exposition. Donc ça, c'est le côté un petit peu plus sombre. Donc, et puis, on en apprend de plus en plus. Donc, potentiellement aussi, on va avoir plus d'effets qu'on découvre. Pour le moment, il n'y en a que 4 qui sont avérés avec des preuves suffisantes. Mais il y en a aussi plein d'autres, comme le diabète, l'obésité, d'autres cancers aussi. Donc, peut-être qu'on va découvrir d'autres choses. Mais en tout cas, plutôt... comme dit Gaël, en fait, plus tôt on arrête, plus vite on va pouvoir aussi endiguer cet effet-là et diminuer les risques. Parce que oui, il y a quelque chose qui est quand même très important à différencier, c'est le danger et le risque. Le danger, c'est que ces composés, effectivement, ont un potentiel cancérogène et des potentiels négatifs sur la santé. Le risque, c'est notre exposition, c'est quelle chance, quelle probabilité j'ai pour que ce danger puisse s'exprimer. Donc plus on diminue l'exposition, plus on va diminuer ce risque. Il y a Furtif74 qui pose une question très pratique. Pardon, il y a plein de questions très pratiques, mais c'est que ça intéresse les gens. Y a-t-il des PFAS dans les papiers sulfurisés ? Les papiers sulfurisés, c'est ceux qu'on utilise donc pour cuire des choses dans le four. C'est ça, hein ? Bonne question. Alors Et si vous ne savez pas, vous ne savez pas. C'est pas grave. Je peux pas je sais pas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le papier sulfurisé, du coup, il y a des couches en plastique pour pouvoir permettre le maintien avec la chaleur et pour rendre l'ensemble anti-adhésif. Donc c'est possible. Dans tous les cas, il y a des substances plastiques. Il y en a beaucoup qui posent problème. Potentiellement, il peut y avoir des PFAS, mais je sais pas. J'ai pas été regarder la composition. Il y a eu récemment tout un tollé autour des bouteilles d'eau en plastique. On retrouve des PFAS dans les bouteilles d'eau en plastique, je crois. Et c'est surtout, on retrouve des PFAS partout. Je pense que même plus que les bouteilles d'eau, c'est qu'on en retrouve maintenant dans l'eau potable aussi. Je veux pas te. C'est l'eau du robinet. On adore l'eau du robinet. Donc effectivement, c'est un peu. Qu'est-ce que je choisis entre les bouteilles d'eau avec les microplastiques, les PFAS, ou au final les PFAS que je vais retrouver aussi dans l'eau potable. Choisissez votre camp. Je sais pas. Gaël, c'est quoi ton camp, toi ? Moi, c'est l'eau du robinet, mais parce que disons qu'il y a clairement il y a des contaminations dans tout ce qui est niveau nappe phréatique. Il y a déjà des cas qui ont été documentés dans les nappes phréatiques qui ont été contaminés à proximité des usines qui produisent certains de ces PFAS. Donc ça, il n'y a pas de doute dessus. Après, en ce qui concerne l'eau qu'on trouve en bouteille, c'est les mêmes problèmes. Ça vient aussi de nappes phréatiques. Ça peut aussi être contaminé de la même façon. Et pour le coup, pour tout ce qui est eau en bouteille, il y a d'autres contaminations comme les microplastiques dont tu parles qui ont été clairement identifiées. Et récemment, on a encore parlé d'autres contaminations et d'eau qui n'étaient finalement pas de très très bonne qualité qu'on retrouvait dans les eaux en bouteille. Alors, on a Chache Caché qui dit « Bonjour, salut Chache Caché. Attends, je lis ta question. Est-ce qu'il y a le problème des PFAS pour les Tupperware ?» Désolé, c'est que des questions très cuisine. Mais vous avez raison de les poser. Si vous les posez, c'est qu'elles vous inquiètent. Est-ce qu'il y a le problème des PFAS pour les Tupperware ? Est-ce que c'est pire si on les met au micro-ondes ou si on les lave à l'eau chaude ? Bon. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez, vous ? Sophie, vous avez le droit de ne pas savoir. Vous n'êtes pas consultant en ustensiles de cuisine. Exact.
Tupperware, je sais pas. Potentiellement. Ça pourrait, parce que c'est utilisé dans... En fait, lesquels aussi, c'est ça le problème, c'est que c'est large, mais moi je mettrais pas mon Tupperware en plastique dans le micro-ondes, ça peut aider, voilà, c'est mon conseil du jour. De manière générale, dans tout ce qui est emballage plastique, à partir du moment où on n'est plus dans les conditions de température ambiante, donc quand on n'est plus entre 5 et 20 ou 30 degrés, il y a des risques de transfert, que ce soit à basse température ou à haute température. Donc ce qui est conseillé, c'est plutôt d'utiliser des emballages notamment en verre, pour quand il y a des situations comme ça de chaud ou de froid. Et puis pour le coup, pour tous les produits qu'on a à la maison qui ont des PFAS, oui, il y a risque d'exposition directe quand ils sont abîmés, mais au final, à 90%, ça va plus venir de ce qu'on ingère, et donc l'eau et ce qu'on va retrouver dans les aliments, et tout ça, ça vient plutôt de la production de ces produits. Oui, c'est pas dans le sens de parce que j'ai mis sur ma poêle anti-adhésive des tomates que j'ai fait cuire. C'est dans le sens que l'ensemble de notre environnement est contaminé par la production de tous ces composés et que donc on se retrouve à les manger de façon indirecte, à être contaminé comme ça. Il y a eu cette loi, c'est quoi la prochaine étape ? Alors, il me semble qu'au Parlement européen, en tout cas d'un point de vue de l'Union européenne, il y a une réglementation qui est en cours de préparation. Donc ça, c'est la prochaine étape sur le sujet, en tout cas. Et après, le rêve, ce serait que la prochaine étape, ce soit aussi une interdiction complète des PFAS, y compris dans les ustensiles de cuisine. Et puis aussi, de manière plus générale, qu'on reconsidère, comme le disait Sophie, la façon dont on étudie ou dans laquelle on évalue la sécurité des nouveaux composés qui sont développés. Et pas que ça soit 20 ans après et des scandales et la presse qui en parle, etc., qu'on se dise « Ah, ici, on interdit ces molécules-là ». Ben non, en fait, c'est au début, quand ces produits-là sont mis sur le marché, qu'il faut s'inquiéter de ça, parce que si après, c'est des molécules qui persistent, c'est dangereux pendant des dizaines d'années. Et là, typiquement, c'est ce qui se passe avec les PFAS. La prochaine étape, c'est vraiment la restriction universelle. Et ça a été demandé justement par 5 États membres de l'Union européenne. C'est d'interdire tous les PFAS et de ne pas passer au cas par cas, de considérer ça comme une classe chimique entière qui est potentiellement nocive et qu'il ne faut plus utiliser et qu'il ne faut plus produire. Furtive74, salut Furtive, nous demande, bienvenue Furtive, qui vous demande comment vous faites pour ne pas désespérer, ne pas baisser les bras face au lobby et à la multitude des polluants. Bon, c'est un travail de chaque jour, c'est une histoire de cœur et de vocation, je suppose. Tu veux commencer ? Oh, Furtive vous demande une profession de foi, je crois. Une profession de foi. Tu veux commencer ta profession de foi ? On garde l'espoir qu'on puisse justement vraiment collaborer entre scientifiques et industriels, et qu'il y ait moins ce duel, mais qu'on puisse travailler ensemble. Et puis aussi continuer à expliquer les tenants et les aboutissants et se faire un peu les porte-parole de toutes ces études et des consensus scientifiques qui doivent être entendus, peut-être plus que des messages uniquement à but économique ou industriel. Je pense que moi, à mon échelle personnelle, on peut toujours améliorer la situation. C'est des petits pas, mais déjà là, c'est une première victoire sur la question du PFAS. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, et donc c'est déjà rien que juste la satisfaction de savoir que des gens qui ne connaissaient pas les PFAS sont au courant de ce que c'est, de la pollution que ça engendre. C'est déjà un premier pas important. Et nous, dans notre travail de vulgarisatrice scientifique, c'est ça. C'est de pouvoir informer, expliquer la science qu'il y a derrière. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ça prend beaucoup de temps, mais ça avance. Preuve en est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Et on espère que ça ira jusqu'au bout de son chemin parlementaire. Et puis ensuite, il y aura une décision au niveau de l'Union européenne. Il y a Volca qui nous dit « Il est vrai que la réglementation qui autorise tout produit à être commercialisé tant que la preuve de dangerosité n'est pas apportée pose question, surtout si les études sont faites par les fabricants eux-mêmes. » Et il y a le vélocipédiste, chouette pseudo aussi, ce sera ma dernière question qu'il vous pose, que je relais, qui dit « Dans ces réglementations, il y a un gros angle mort sur la responsabilité des pollueurs vis-à-vis des personnes qui ont des cancers à cause de la pollution, notamment dans les zones où l'eau potable a été polluée. » Vous n'êtes pas juriste, mais vous avez peut-être une petite idée. Est-ce qu'on pourrait un jour engager la responsabilité donc des industriels s'il y avait des problèmes de santé Il me semble qu'effectivement... de l'ordre sur une population, quoi. Oui, il me semble que l'objectif, c'est que les pollueurs soient les payeurs. Après, le détail de tout ça, comme tu disais, on n'est pas juriste, mais il me semble que, en tout cas, c'est l'objectif et l'idéal.
Il est 18h33, passé de 3 secondes. C'est l'heure du tout petit mot de la fin. Ton mot de la fin, Gaël? J'étais pas préparé à ça, moi. Bah non, c'est la question piège de la fin. C'est la question piège de la fin. Non, ce que juste on véhicule finalement, ce qu'on veut dire, c'est le consensus scientifique. Le consensus scientifique, je vais réussir. Est important à écouter, et il y a vraiment un besoin que la science soit plus écoutée par nos décideurs politiques, parce que c'est un élément clé pour comprendre le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on évolue et comment il va changer. Sophie, le mot de la fin. Et pour compléter ce que tu dis, Gaël, je dirais que le plus important aussi, c'est de collaborer, et que le discours scientifique, le consensus scientifique ait une place aussi importante que les autres considérations, et voire plus quand il s'agit de la santé de tout le monde. 18h33, passé de 58 secondes sur Info. Merci Gaël Fortin, merci Sophie Campion. On aura, je pense, l'occasion de reparler d'Epiphases, et j'espère que ce sera de nouveau avec vous. En tout cas, si l'exercice vous a plu. Je vous chasse in extenso, Manu Militari, et je vous remets entre les mains de Mathis. Bonne soirée à vous. Revenez quand vous voulez, ça sera avec un identique plaisir.